Mesdames et messieurs de la presse, je salue votre présence ici et vous exprime le plaisir que je ressens après quelques semaines d'absence d'avoir retrouvé mon pays. Je pensais que mon propos de ce jour porterait sur une note positive d'espoir ramené de mon périple diplomatique euro-américain. De l'Union européenne aux Nations Unies, la communauté internationale a exhorté la classe politique congolaise, le camp Kabila comme le Rassemblement, à œuvrer de bonne foi pour la tenue des élections apaisées et crédibles au plus tard le 31 décembre 2017 dans le strict respect de la Constitution et de l'accord politique de la Saint-Sylvestre, adoubé par la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourtant, je suis affligé de constater que la voie de notre cheminement vers l'alternance démocratique demeure parsemée d'embûches et d'obstacles à cause de la boulimie du pouvoir d'un seul homme, Joseph Kabila, qui ne cesse de multiplier les subterfuges de toutes sortes pour s'éterniser à la tête de l'État en violation de la Constitution, défiant ainsi tout un peuple. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous le savez, aujourd'hui, le pays tout entier est en proie à de vives et profondes tensions, conséquence de 18 ans de gouvernance chaotique de Joseph Kabila et de sa famille politique, qui continue à dilapider les fonds publics et à piller les ressources du pays. La situation sécuritaire va se dégradant et s'amplifiant dans plusieurs contrées du pays. Le mardi 11 octobre 2017, plusieurs personnes ont été tuées suite aux attaques de Bouiza au Nord Kivu, alors que 3 jours plus tôt, une vingtaine de personnes a été égorgée sur la route Kamango-Mbaou, près de Beni. À Uvira, au Sud Kivu, les affrontements entre les FARDC et la rébellion Yakutumba restent toujours violents. Au-delà du Kivu, dans le Tanganyika, les affrontements entre les milices Toa et Luba ont repris de plus belle. Au Kasaï, les violents incidents se poursuivent tandis que dans la partie occidentale du pays, la situation sécuritaire reste volatile à la suite des affrontements entre la secte politico-religieuse Bundu Diamayala et les FARDC, situation que les services de renseignement de Joseph Kabila tentent d'imputer vicieusement aux partis politiques de l'opposition. Comme l'affirme le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo dans son rapport au Conseil de sécurité de l'ONU de ce 11 octobre 2017, l'impact de la détérioration de la situation sécuritaire sur la vie des populations civiles est clairement visible. Mesdames et messieurs de la presse, sur le plan socio-économique, en dépit de toutes les potentialités dont regorge le PIB en 2016 n'était que de 35 milliards de dollars américains selon la Banque mondiale. Tandis que le taux de chômage a atteint 80% de la population active, à en croire les chiffres du PNUD. 8 Congolais sur 10 donc vivent avec moins de 2 dollars américains par jour, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté. La monnaie a connu une dépréciation de plus de 70% par rapport au dollar américain. L'inflation qui en résulte a réduit sensiblement le pouvoir d'achat des populations et la production des entreprises.
le Congo est devenu le théâtre des grèves perlées qui touchent en ce moment précis le corps enseignant, les fonctionnaires de l'État, les médecins, les magistrats, les auxiliaires de santé, etc., élargissant ainsi la contestation à toutes les couches du pays. Le déficit criant en médicaments et soins appropriés a transformé les hôpitaux en mouroirs. Le régime Kabila a condamné une grande proportion de jeunes Congolais à l'interruption scolaire, au chômage, à la mendicité et à la délinquance. Quant à l'accès à l'éducation pour tous, en 2007, au moins 4 600 000 enfants en âge scolaire, dont 2,5 millions de filles, étaient en dehors de tout système d'éducation. En 2016, plus de 7 millions d'enfants évoluaient en dehors de l'école, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en cible. L'enseignement dispensé est généralement de mauvaise qualité, hypothéquant par là sérieusement l'avenir du pays. En République démocratique du Congo, l'enrichissement illicite est sans conséquence judiciaire. Les institutions judiciaires du pays brillent par l'arbitraire. Le nonce apostolique accréditant République démocratique du Congo a eu pleinement raison d'affirmer il y a peu que notre pays était entre les mains de prédateurs. Et pourtant, c'est la justice qui élève une nation. La précarité, la misère et le désarroi sont devenus le lot quotidien des millions de Congolais pour qui la vie continue d'être un chapelet de souffrance. Mesdames et messieurs de la presse, c'est dans ce contexte de tension sociale et de crise politique aiguë que j'ai appris avec indignation les propos irresponsables de Corneille Nangaa, s'exprimant le 11 octobre 2017 devant les délégués de la société civile et des partis politiques qui renvoyaient la tenue des élections prévues au plus tard le 31 décembre 2017 par l'accord politique de la Saint-Sylvestre au calende grec vaguement en 2019. Devant cette énième forfaiture, Joseph Kabila et son serviteur Corneille Nangaa ont déclaré la guerre au peuple congolais et se sont de ce fait disqualifiés. Devant cette énième forfaiture, Joseph Kabila et son serviteur Corneille Nangaa ont déclaré la guerre au peuple congolais et se sont de ce fait disqualifiés. Je tiens solennellement ici à réitérer les résolutions du rassemblement formulées dans sa nouvelle feuille de route approuvée à l'unanimité par les délégués et à son deuxième conclave, à savoir une courte transition sans Joseph Kabila et une CENI recomposée. J'annonce le lancement de la campagne de mobilisation populaire par des visites à nos bases sur terrain à travers le Congo profond. Le calendrier de ces visites vous sera communiqué incessamment. Dans le même temps, le rassemblement entreprend des démarches auprès de la communauté internationale à travers l'ONU pour une implication directe dans l'organisation des élections en République démocratique du Congo. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que le peuple congolais peut espérer avoir droit à un processus électoral apaisé et crédible, ouvrant la voie à la première alternance démocratique dans notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie pour votre attention et je me mets à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci. Bientôt, la RDC va commencer de pas faire la route des élections avec Kabila. Est-ce que la communauté internationale
de pair, eux ils parlent aussi de la communauté internationale. Est-ce que la communauté internationale a intérêt séchulement pour en sorte que vous puissiez aller faire les élections sans le président Joseph Kabila? Je vous remercie. Merci, monsieur le journaliste. D'abord, la communauté internationale ne peut pas se substituer à la volonté du souverain primaire, qui est le peuple congolais. Ça, c'est une première chose. La seconde, ce n'est pas par fantaisie que nous avons dit ça. Nous sommes arrivés à cette conclusion pour la simple raison, assez évidente d'ailleurs, que Joseph Kabila, qui normalement, selon la Constitution, ne devrait même plus faire partie du jeu politique, est aujourd'hui l'élément principal de blocage de notre processus politique. Et donc, nous disons, puisque c'est lui qui est l'agent de blocage, c'est lui qu'il faut extirper afin de permettre au processus politique et électoral d'aller de l'avant. Ce n'est que pour cela. Et je crois que nous avons sillonné beaucoup de pays. Nous avons été entendus par beaucoup d'interlocuteurs. Je peux dire, sans peur de me contredire ou d'être contredit, que nous avons été entendus. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut encore croire, et avec ce que M. Corneille Nangaa nous a encore étalé hier, qui peut encore croire en la bonne foi de Joseph Kabila d'organiser des élections crédibles dans ce pays. Ça ne fait que renforcer notre position, ça nous apporte de l'eau à notre moulin. M. Joseph Kabila est le responsable numéro 1 de la crise qui sévit actuellement dans notre pays, et donc il doit partir. Seconde question de ce côté, votre lien de presse, s'il vous plaît. Oui, merci pour la parole accordée. Josué Foutila pour les comptes de Siloé Télévision. Président, où en sommes-nous avec la logique de l'unité de l'opposition pour des actions communes? Puisque vouloir ou pas, on peut compter sur la communauté internationale, mais c'est le peuple congolais qui est le souverain primaire. Où en sommes-nous avec cette logique, l'unité de l'opposition pour des actions communes afin de déboulonner le régime en place? Aidez-moi un peu, la logique était née de quel forum Oui, justement, si j'ai bonne mémoire, nous avons en premier lieu l'UNC qui avait cette approbation ou cette idée de vouloir intégrer le rassemblement, mais également le rassemblement qui s'est prononcé en faveur d'une unité de l'opposition lors de votre dernière sortie médiatique, je vais bien dire, pour faire face au régime en place. Oui, le rassemblement avait émis un vœu et j'ai été d'ailleurs très heureux de voir, puisque vous parlez de l'UNC, mais il n'y a pas que l'UNC, et le MLC aussi, répondre favorablement à cet appel à l'unité de vue. Peut-être pas d'action, mais au moins de vue. Parce que ceux qui profitent à l'adversaire aujourd'hui, ce sont ces disparités qu'il y a dans l'opposition. Et le pouvoir, évidemment, prédateur qui est là, profite de la situation pour faire croire qu'en fait l'opposition n'est pas unie, et de nous présenter sous un mauvais visage. C'est pour ça que cet appel avait été lancé, et je vous l'ai dit, j'étais heureux de voir qu'il a été reçu positivement. Mais ici, ne comprenez pas cela comme étant une plateforme, ou que sais-je encore, que nous formerions avec les amis de l'UNC et du MLC pour aller de l'avant. Non, je pense qu'on peut se situer au même niveau de compréhension du problème et vaquer chacun à ses occupations. Je vous donne ici par exemple l'exemple de nos amis des mouvements citoyens. Aujourd'hui, quand vous regardez le manifeste signé à Paris et la feuille de route, quand vous comparez les deux, et la feuille de route issue du deuxième conclave
du rassemblement, vous verrez que par plusieurs côtés, il y a des similitudes. Donc nous avons la même compréhension du problème de la crise et j'espère nous aurons les mêmes solutions pour sortir de crise. C'est surtout ça que nous privilégions et non pas ce que vous pensez être une nouvelle plateforme qui regrouperait tous ces partis politiques. Merci. Daniel Safou, du journal Les Points Saillants Plus. Président, je mets partie des deux questions. La première question parle du contexte de votre communication. La deuxième question, il s'agit de l'expérience et de la vie, parce que vous avez cité notre héros national, Etienne Tshisekedi. La première question, Président, vous venez de le dire vous-même, d'ici là, vous allez engager une mobilisation, n'est-ce pas, de par le pays. Président, vous ignorez ceux qui sont en face de vous, apparemment sont des barbares. Avez-vous pris des mesures de sécurité? Qu'est-ce qui vous garantit qu'on ne va pas vous faire du mal? Une petite question encore. Vous allez commencer par quelle entité? Mouchimai, Lubumbashi, Bandundu, Katanga? Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation et dernière préoccupation. Nous avons tous appris, Président, j'en profite à travers cette question, souhaiter mes condoléances à la famille Olangi. Nous avons tous appris avec acuité que Papa Olangi sera enterré, n'est-ce pas, au sein de son église, Président. Et nous, malheureux que nous sommes, nous avons réclamé d'enterrer notre héros, on a refusé. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Je vous remercie. À propos de notre descente à la base, dans tous les coins du pays, nous n'avons à avoir peur de personne. Nous n'avons à avoir peur de personne, parce que c'est notre pays. Et ceux qui nous y attendront sont nos compatriotes. Ce sont eux qui nous protégeront. Nous n'avons pas à demander la protection de ce pouvoir, parce que d'abord, il ne le fera pas, mais parce qu'ensuite, c'est comme si nous avions peur d'eux. J'ai toujours pris pour exemple le leader charismatique qui m'a forgé politiquement et qui disait toujours « il ne faut jamais montrer à l'adversaire qu'on a peur de lui ». C'est l'une des premières leçons politiques que j'ai apprises dans ma vie. Et c'est pour ça que depuis lors, j'ai toujours mené mon combat en ôtant la peur. Je n'ai jamais peur de dire les choses telles qu'elles sont et je n'aurai jamais peur de ce pouvoir, même s'il aligne toute son armée face à moi tout seul. Je n'aurai jamais peur d'eux. Et donc, pour répondre à votre question, la première étape, je peux le dire ici déjà parce qu'elle est déjà en préparation, ce sera Lubumbashi. Après Lubumbashi, nous irons consoler nos frères et sœurs du Kasaï qui, comme vous le savez, ont subi les affres de cette dictature de plein fouet en servant justement de prétexte à vouloir faire traîner le processus électoral. Donc, pour des intérêts politiques mesquins, on a fait passer de vie à trépas des centaines de personnes innocentes. Donc ça, il ne faudra jamais l'oublier. Ensuite, nous irons à l'Est parce que là aussi, il se passe des drames, des choses inacceptables. Et nous irons en fonction évidemment de la situation parce que nous ne savons pas trop bien comment ça se passe du côté dont on parle d'une certaine rébellion, etc. Pourtant, nous y sommes très très bien représentés là-bas. L'UDPS et le Rassemblement sont très très actifs de ce côté-là. Bon, on verra bien. Mais le calendrier sortira. Vous avez déjà une partie de la réponse. En ce qui concerne le deuxième volet de votre question, je vais commencer aussi à faire comme vous. Je vais commencer par faire comme vous plutôt, présenter ma famille, mes condoléances à la famille Olangi, parce que je ne l'ai pas encore fait de manière officielle.
et vous dire que nous avons aussi eu vent de cette manipulation du pouvoir qui est allé faire croire à la famille Olangui que les combattants de l'UDPS seraient prêts à mettre la ville à feu et à sang si on décidait d'enterrer Papa Olangui à cet endroit-là qui est désigné par sa famille, à Limete, donc dans son temple. Cela est totalement faux. Je suis certain de ce que je dis. Il n'y a aucun combattant de l'UDPS qui a proféré cette menace. C'est une excuse, et je tiens ici à le dire, j'espère que la famille Hollande l'entendra, c'est une excuse, une de plus, que le pouvoir utilise pour refuser d'enterrer Papa Olangui selon la volonté de sa famille. Donc ce n'est pas un problème qui concerne l'UDPS. Pour nous, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous aussi, nous avons des problèmes pour enterrer notre leader. C'est aussi notre problème. Donc nous ne pouvons pas exercer une sorte de chantage ou que sais-je à propos de la dépouille de quelqu'un d'autre dont nous savons qu'il constitue une perte considérable pour ses proches et pour les fidèles de son Église. Donc j'espère que j'ai été clair là-dessus. Moi, c'est Étienne de transition. Est-ce qu'il y aura de nouvelles négociations pour déterminer comment cette transition sera gérée? Et est-ce qu'on va sortir de la Constitution, de l'accord, il y aura d'autres accords pour essayer de déterminer ça? Comment ça va se passer, cette courte transition? Si c'est possible de répondre à l'Igalais en français. Oui, merci. À propos de la base juridique, je crois que nous avons un accord. Un accord qui nous conduit jusqu'au 31 décembre si élection il y avait eu. Parce que maintenant, on peut parler au passé. On sait qu'il n'y aura plus élection cette année. Le 30 septembre est passé. On n'a pas convoqué les électeurs. Évidemment, vous comprenez bien, nous ne faisons pas du tout attention à cette comédie, cette provocation de Corneille Nangaa, qui pour nous d'ailleurs va s'arrêter très bientôt. Donc la base juridique est là, nous avons l'accord. Et lorsque Joseph Kabila sera parti, ce que je crois profondément, nous allons nous retrouver. Nous proposons aujourd'hui, à ce stade, nous proposons que la CENCO, qui est d'ailleurs l'auteur de cet accord, c'est la CENCO qui nous a aidés à finaliser cet accord. Nous souhaitons que la CENCO nous rejoigne alors à ce moment-là, avec ses bons offices, toujours avec la classe politique d'une part et la société civile de l'autre, et que nous nous mettions ensemble pour trouver au sein de la société civile une personnalité qui rencontrera le consensus de tout le monde, de tous, parce que je suppose que nous, en étant délégués à ces pourparlers, nous aurons la confiance de ceux que nous représentons. Et donc, à ce forum, donc, nous désignerons le leader qui va conduire le pays aux élections. Il n'aura que cette mission-là. Voilà pourquoi nous pensons que ce sera une courte transition. Dans un processus électoral, la chose la plus lourde, c'est l'enrôlement. Or, ici, l'enrôlement est quasiment effectué à 95%. Malgré toutes les manœuvres que l'on observe ci et là, ce processus d'enrôlement doit se terminer le plus rapidement possible. À partir de ce moment-là, il ne restera que des choses comme des lois et des petites choses comme ça qui peuvent être expédiées dans une période de 6 mois. Donc les lois sur la répartition des sièges, la loi électorale, les urnes elles-mêmes, le temps de les dispatcher à travers la République, etc. L'observation, le déploiement plutôt des équipes d'observation et tout ce que vous voulez. Donc tout cela peut se faire en une période de 6 mois et nous permettre d'aller à des élections crédibles. Voilà ce que nous proposons, parce que
avec Joseph Kabila, ce ne sera jamais possible. Ce monsieur est déterminé à rester à la tête du Congo contre la volonté des Congolais et continuer comme ça à piller les ressources de ce pays et ainsi à appauvrir la République et le peuple congolais. Et ça, nous disons non, non, 3 fois non. Bandeko, Banamboka, donc le roi